Merci à tous, merci au Club de cardio du sport pour leur invitation, merci aux deux présidents, Vincent Mazoyer qui m'a accueilli avec grand plaisir et notre président du CNCF. Merci aussi pour le choix de la question qui est particulièrement ambitieuse parce que dans la littérature, évidemment, on n'a pas beaucoup de choses sur les sujets âgés qui sont oubliés comme souvent dans la littérature, sauf peut-être sur les dernières études des pathologies des vieillissants comme les AOD, la fibrillation auriculaire et puis autres pathologies. Donc, alors, est-ce que ça marche ou pas? Non. Donc, c'est la flèche verte, je suppose. Ça. Voilà. Donc, le vieillissement, outre le fait d'essayer de démontrer les inconvénients du vieillissement, vous avez des gens qui ont mis en place des simulateurs de vieillissement en bloquant les articulations, en mettant des lunettes épaisses, en recréant les conditions épouvantables de la vieillesse. Donc ça, c'est le côté amusant. Mais le vieillissement, il déboule et puis la durée de vie a triplé en 2 siècles et demi. Vous voyez qu'elle est prévue à 85 ans en 2020. Ça, c'est la durée de vie moyenne. Et la population de 75 ans et plus sera multipliée par 3 entre 2000 et 2040 et 10 millions de personnes en France. Donc le sujet âgé, il rentre dans votre pratique et dans votre pratique quotidienne. Et on va parler de pratique quotidienne. La vieillesse, est-ce un facteur de risque? Eh bien, il y a des gens qui ont répondu à la question. Évidemment, c'est un facteur péjoratif. Certaines disent c'est un naufrage. Orson Welles a eu cette phrase assez intéressante, vu les cigares qu'il fumait. Alors, lui, il n'est pas dans les statistiques parce qu'il n'était pas sportif, mais il adorait le sport. Il a même donné le coup d'envoi d'un Tour de France. Et il disait que le sportif est supérieur au comédien, même dans ses exploits. Et il est mort à 70 ans d'une crise cardiaque. Voilà. Donc ça, c'est pour la petite anecdote. Et la vieillesse, quand on la corrèle au risque de maladie, eh bien, on est limité par ce vieillissement qui fausse les données, puisque vous avez effectivement des gens qui vont atteindre des âges avec des niveaux de risque qui sont plus faibles que la population générale pour être arrivés à cet âge-là. Et donc la proportion des personnes exposées et sensibles aux facteurs de risque diminue, et le risque relatif aux âges avancés diminue, ce qui rend complexe les calculs et les pronostics et le bénéfice de l'activité physique. Alors on a parlé d'âge, et c'est vrai que la définition de l'âge, François Carré l'a donné, est très vaste. Alors, en gériatrie, on est âgé après 75 ans ou 65 ans avec des comorbidités. Il ne faut pas oublier qu'on peut être âgé beaucoup plus tôt que la limite d'âge elle-même. Et puis, vous voyez qu'au fil des années, eh bien, se sont dessinés des groupes, les young old, les old old, les oldest old. Après, on a les toussiques. Les toussiques, c'est ceux qui sont trop malades. Et ceux-là, bon, ils ne sont plus dans la catégorie des sujets âgés. Et puis, il y a la notion de fragilité. Alors, ce concept, il est très particulier et il est essentiellement lié dans les études de population aux pertes des fonctions cognitives et à la démence. Et vous voyez que la barrière où ça bascule, et ça, c'est le problème de la dépendance qui s'installe, c'est plutôt 85 ans. Donc, on est encore dans une tranche d'âge où on peut discuter des intérêts de l'activité physique. Ça vous a été présenté, le vieillissement cardiovasculaire, il a des inconvénients, bien entendu, que l'on voit ici, altération en fonction diastolique, baisse du débit cardiaque maximal, et donc dégradation de l'aptitude cardiovasculaire chez le sujet âgé, sédentaire particulièrement. L'entraînement s'accompagne, lui, d'une diminution de la fréquence cardiaque maximale, et c'est le principal facteur limitant de l'aptitude cardiovasculaire circulatoire chez le sujet âgé. C'est pour ça que, quand on va estimer un programme d'activité physique, et quand on va bilanter, ça a été dit aussi par Jean-Claude Verdier, on ne va pas s'intéresser à la fréquence cardiaque maximale théorique, on va s'intéresser à la fréquence cardiaque que le patient atteint à son effort. Et puis après, on a la fréquence cardiaque d'entraînement, on parlera de ça dans le bilan que je vous montrerai. Parce qu'après, on va rentrer vraiment dans la pratique. Ça vous a été montré par Jean-Claude aussi. Donc on a une détérioration de l'activité, de l'aptitude à l'exercice de longue durée et de l'aptitude à l'exercice court et rapide. Et vous voyez que ça, c'est important parce qu'on a seuil qui diminue avec l'avancée en âge, moins rapidement que la consommation maximale d'oxygène, et donc les possibilités d'exercice sous-maximal sont plus longtemps conservées. Et dans la littérature, il est démontré, il y a des études qui sont intéressantes, des études de cohorte bien entendu, mais c'est intéressant de voir le niveau d'activité physique qu'il faut pratiquer pour avoir un bénéfice, et ça n'est pas toujours un niveau maximal, bien au contraire. Là, vous avez vu la pratique. Cette diapo est un peu plus ancienne que celle à présenter. Elle date de 2010, qu'a présenté François Carré. Mais c'est étonnant parce que depuis 2010 jusqu'à 2016, ça n'a pas tellement évolué. On déclare les gens qui ont une activité physique au-delà de la simple balade et de la marge de loisir, c'est à peu près 39% après 75 ans. Donc ça n'a pas tellement bougé. Et il y a un problème de pratique. Et tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a
dans la question qui a été posée, de multiples questions. Alors, je ne vais pas répondre à toutes, rassurez-vous, mais quand on parle de bénéfices, c'est sur la survenue des événements cardiovasculaires, sur les critères durs, c'est-à-dire est-ce qu'on diminue la mortalité, est-ce qu'on a un bénéfice cardiovasculaire à pratiquer, à commencer, à continuer. On est certain, et ça c'est démontré, que la force musculaire est augmentée par le biais de programmes d'entraînement, même à un âge très avancé, et c'est probablement là-dessus qu'on gagnera le plus. On va, et souvent François Carré vous a montré des coupes IRM, des masses musculaires chez les sujets âgés qui pratiquent une activité physique ou pas, et on voit la différence. Et il y a un bénéfice à ne pas arrêter, très probablement, parce que la poursuite de l'activité physique au long cours a été démontrée comme bénéfique chez les anciens athlètes sur des tas de critères. Donc, quand on cherche dans la littérature à démontrer si c'est efficace, on se rend compte que l'activité physique pratiquée comme loisir, que ce soit de manière modérée ou intense, vous voyez, ça c'est très important, parce qu'on va rentrer de plein pied dans l'activité physique adaptée avec le grand A. Hein. Et le CACI, il a été modifié parce que la loi sport sur ordonnance va induire la pratique d'activité physique et la prescription chez le sujet qui a une maladie chronique. Et là, le terme d'adaptation va être très important. 30 minutes d'exercice physique léger, moyen ou intense pratiqué 6 jours par semaine, alors c'est effectivement en fréquence important, entraîne une réduction de mortalité. La réduction de mortalité est observée par la réduction de mortalité par maladie cardiovasculaire. Donc on va avoir plus de bénéfices en réduction de mortalité cardiovasculaire dans les programmes d'activité physique chez les sujets hypertendus, fumeurs, à risque. D'où l'intérêt de l'activité physique adaptée dans les maladies chroniques. Quand on s'intéresse aux risques d'AVC, c'est la même chose. Il y a des chercheurs américains qui ont cherché à savoir si l'exercice physique intense pouvait augmenter le risque d'AVC et si la pratique physique pouvait réduire ce risque. Et dans les études qu'il y a, on voit qu'il y a une diminution du risque d'AVC chez les sujets actifs versus les non-actifs dans différentes études. Et quant au risque d'AVC induit par une activité physique intense, il est multiplié par 2,3 dans l'heure qui suit une activité physique intense, mais il est plus important chez les sédentaires que chez ceux qui pratiquent de l'activité 3 fois par semaine. Donc, avoir une antériorité, comme ça a été dit par les orateurs précédents, en termes d'entraînement physique et d'activité physique, ça compte et ça protège. Les athlètes de haut niveau ont-ils un intérêt dans le temps à poursuivre leur activité physique? Voilà des études que vous connaissez. Objectif de cette étude, c'était, alors, on est 45 à 76 ans, vous voyez, on accroche la zone des 75 ans. Dans certaines études, on va être en 74, je serai hors sujet peut-être. Mais l'objectif, c'était d'investiguer les soins hospitaliers pour toute cause. Et par rapport à la population de témoins, les anciens athlètes sont moins souvent hospitalisés et ont moins de pathologies cardiovasculaires, moins de maladies respiratoires et moins de cancers. Donc, l'activité physique pour les athlètes à haut niveau, ça entraîne un bénéfice. Bénéfice non négligeable, vous allez le voir pour la suite de ce que je vais vous présenter et pour la pratique quotidienne, qui est très important aussi, c'est réintégrer la personne dans son rôle social. Et donc, ça donne pour les patients un sens et une valeur à la communauté de vie. Et la pratique d'activité physique aide les individus à faire face aux divers sentiments de désocialisation qu'amène l'âge. Et donc, ça les réinsère au niveau de leur image corporelle et sociale. Ça, c'est loin d'être négligeable dans les programmes d'activité physique adaptés. C'est une des choses qui permet aux gens qui ont eu une pathologie, le coup de tonnerre dans le ciel serein, de se réintégrer et d'avoir une image positive. Quel sport et quel niveau, c'est le problème, ça a été évoqué. Et on parlera du bilan tout à l'heure parce qu'on va rentrer vraiment mettre les mains dans le cambouis de la pratique. Ça, c'est, je sais que Jean-Claude Verdier a bien présenté cette diapositive. Vous voyez que c'est relatif, c'est-à-dire que suivant à qui vous avez affaire, eh bien vous avez pour un parcours de golf qui dure quand même 4 heures, 4 heures et demie, vous avez un effort qui est considéré comme modéré à élevé, moyennement élevé. Évidemment, pour des golfeurs de 17 ans, un parcours de golf, c'est les doigts dans le nez et c'est considéré comme une activité physique relativement facile. Ce qui est beaucoup plus important donc dans tout ça et qui ressort de ces constats, c'est donc l'adaptation. Alors l'adaptation, c'est un problème puisque les athlètes vétérans, pour la pratique d'un sport, on sait que ça amène des bénéfices physiologiques, il doit rester actif, mais il n'a pas la possibilité de continuer de manière aussi intense que plus jeune, puisque son organisme atteint les limites. Et pour éviter les blessures, eh bien, il doit adapter. Et donc, la question est de savoir si on pratique de manière moins intensive, si on a quand même un bénéfice. Et vous voyez qu'il y a un lien entre l'activité physique, les maladies cardiaques, les décès, dans des études. Alors, c'est souvent les pays du nord de l'Europe qui font ça. Activité physique modérée réduit le risque d'accident cardiovasculaire de plus de 30%. Plus l'activité physique est
le risque était réduit, mais la pratique d'une activité physique modérée ou élevée est associée à une réduction du risque. Ce qui veut dire que même pour une pratique adaptée et qui n'est pas intensive, on a un bénéfice à avoir une activité physique après 75 ans. Et on rentre donc de plein pied dans ce qu'on appelle l'APA-TNM. Ça, c'est que ce soit de la pratique sportive ou de l'activité physique adaptée, c'est ce qui va ressortir de la loi sport sur ordonnance. L'APA-TNM, ça veut dire activité physique adaptée à but de thérapeutique non médicamenteuse. Je ne vais pas vous remontrer tous les bénéfices de l'APA-TNM qui ont été démontrés, tant sur toutes les maladies chroniques, soit le diabète, la pathologie cancéreuse. Une femme qui a un cancer du sein a 40% de moins de récidive quand elle a une activité physique adaptée, coachée, etc. Et donc, on a ici les modèles de base qui s'adaptent aux besoins spécifiques de populations encadrées. Et les besoins spécifiques de populations encadrées, c'est le sujet âgé, le sujet avec la notion de bien vieillir, même si ce n'est pas dans les ALD, la notion de bien vieillir est importante, et la prévention du vieillissement ou de la qualité du vieillissement est importante. Et vous voyez que ça date d'un certain temps, c'est validé par les sociétés scientifiques, c'est validé par l'HAS, c'est un véritable moyen thérapeutique. Voilà les recommandations de l'OMS pour les personnes âgées de 65 ans ou plus, on a ça, c'est quand même une activité qui est importante, soutenue, qui peut être répartie de manière différente, en endurance, et on peut pratiquer par période fractionnée éventuellement. Les clés restent aussi la motivation. Qu'est-ce qui fait que le patient va pérenniser son activité? Et ça, c'est un deuxième enjeu, l'adaptation, la motivation et l'observance, c'est-à-dire poursuivre l'activité physique. Et quelles sont les motivations? Et vous voyez qu'il y a eu des gens qui ont étudié ça de manière très amusante. Et on a à la fois le sens de la compétition, ce qui a été dit, c'est-à-dire aller chercher un peu l'exploit par rapport à ce qu'on faisait, et puis il y a les motivations de l'entourage familial. Il y a aussi, vous allez le voir, outre l'entourage familial, maintenant, l'accompagnement du coaching et l'accompagnement qui est très personnalisé et que les patients adorent, qui les maintiennent dans une activité physique. Alors, on rentre dans la pratique et je vais vous montrer avec grand plaisir un travail qu'on a fait avec Stéphane Diagana, avec un tas de gens qui ont travaillé pendant 5 ans sur un sujet très pratique. On voulait voir les bénéfices à partir d'une activité physique adaptée type thérapeutique non médicamenteuse chez les patients qui présentaient une maladie cardiaque chronique, en l'occurrence ALD 13 coronarien. Donc on est dans la phase, j'ai fait jusqu'à encore l'année dernière, je travaillais dans un service de réadaptation cardiaque, donc on avait la phase 3 en gros, c'est-à-dire les patients sortaient, qu'est-ce qu'ils faisaient? Pas grand-chose, le nomadisant sur le terrain, les structures n'existent pas. Donc pendant 5 ans, on a travaillé là-dessus, sur un protocole simple, on est parti d'un nombre important de patients, on est arrivé à un nombre qui est restreint, mais qui a permis de mettre 2 groupes, un d'autonomisation progressive, un groupe supervisé, c'est-à-dire dans ce cas-là, les patients étaient encadrés par 2 séances autonomes et puis par 2 séances encadrées par les coachs, et ils avaient une séance autonome mais qui était surveillée, c'est-à-dire on vérifiait et il y avait un coaching téléphonique qui vérifiait qu'ils faisaient bien leur séance autonome. Donc c'est un accompagnement vers l'autonomie progressive. Et il y a eu un volet psycho-comportemental et un volet médico-économique, et vous voyez que c'est important. Parce que quand on fait une étude comme ça et qu'on met vraiment les mains dans le cambouis, eh bien, il faut avoir des éléments pour prouver qu'on progresse. Et vous voyez que là, dans le groupe donc A, c'était le groupe autonomie progressive, on progresse en termes de qualité de vie, on progresse sur la vitalité, on progresse sur la santé générale, sur la fonctionnalité, sur la santé de manière générale aussi pour le seul groupe A. Et puis on a étudié le volet médico-économique qui est le plus difficile, c'est le plus lourd. Et pour ça, on a pris l'impact sur la qualité de vie et les dépenses de soins et l'efficience sur la qualité de vie. Il y a un rapport, il y a un indice qui s'appelle CALIS, qui est le rapport coût-efficacité, coût du programme versus le gain en qualité de vie. Si ce coût efficace est inférieur au seuil de 20 000 à 40 000 euros, eh bien, on est efficace en qualité de vie, c'est-à-dire on fait gagner de la qualité de vie. Et on a étudié aussi la dépense des soins par rapport aux groupes qui ne faisaient pas d'activité physique. Regardez les résultats. Sur la qualité de vie, vous voyez qu'on a une amélioration des index de qualité de vie à tout niveau, fonctionnel, santé générale. Alors santé générale, on reste un peu inférieur à la population générale, santé mentale, vitalité, tout progresse dans les différents groupes. Et on a un index de qualité de vie qui augmente. Et ce dont on n'a pas parlé, et qui est un test absolument fondamental, parce que c'est un test pronostique, c'est un test qui a une grosse valeur indicative, c'est le test de marche des 6 minutes. Et donc on a un seuil du test de marche qui permet de déterminer un gain en qualité de vie et d'expérience de vie, et qui est démontré dans la littérature. Dernière chose, le médico-économique, et ça nous a surpris énormément, sur une population de coronariens qui dépensent
4 100 € en gros par an. Ceux qui n'ont pas d'activité physique, c'était le groupe le plus important, il y avait 1800 patients qui ont eu le même mode de vie, ils gardent d'une année sur l'autre les mêmes dépenses. Sur ceux qui ont été dans le groupe autonome, c'est-à-dire un programme de 10 mois, c'était 10 à 12 mois, on a une économie de dépenses qui est de 1 300 €, c'est-à-dire 30% des dépenses de soins. Pas que cardiologiques, dépenses de soins tout venant, consultation, consommation d'anti-inflammatoires. Pourquoi ? Parce qu'on a amélioré la posture, parce qu'on a amélioré le confort, parce qu'on a amélioré la qualité de vie, et donc ils consomment moins. C'est énorme, parce que un programme comme ça, schématiquement, coûte à peu près 600 € par patient. Le programme, coach compris, séance comprise, matériel compris. Et donc, vous voyez qu'on dégage une économie. Et là, c'était sur un petit groupe avec une caisse de sécurité sociale qui était le RSI. Et donc, on a des propositions avec la caisse d'assurance maladie de faire une étude un peu plus complète et plus large pour démontrer ça. Ce que vous a dit Jean-Claude est très important. On avait un bilan très, très exhaustif, nous. Après le bilan cardiologique, on avait établi un score cardiologique qui prend en charge tous les éléments dont on vous a parlé, et aussi un score gériatrique. C'est-à-dire que les gériatres aiment bien classer les patients en très fragiles, vulnérables ou patients entraînés. En fonction de ça, on avait un tableau qui nous calculait les fréquences d'entraînement, d'échauffement modéré, en fonction des groupes. C'est-à-dire qu'un patient qui est très déconditionné, eh bien, il sera à 25% de la fréquence cardiaque d'entraînement ici, puis 50, etc. Et les plus entraînés ont des valeurs différentes. Mais, ce que vous a dit Jean-Claude aussi, très important, et ça, c'est les APA, ou les coachs qui font ce genre de... c'est avoir des séances tests de progression, c'est-à-dire avoir des éléments qui vous permettent de dire le patient a progressé. Il y a des tests d'aptitude de force musculaire, le lever d'une chaise, il y a des tests d'aptitude à l'équilibre, il y a des tests d'aptitude de posture, on avait même le dynamomètre au départ, et puis il y a le que se sont attribués, avec la technique appropriée bien sûr, les APA, et grâce à ça, on a pu démontrer que sur tous les paramètres, ça avait progressé, aussi au niveau des paramètres physiques. Et vous voyez que donc, le bilan, c'est une étude, donc le bilan était assez lourd, et en conclusion, le bénéfice est que quand même, on se rend compte qu'on a, avec l'activité physique, un taux de mortalité, toutes causes confondues, qui est amélioré, une plus grande capacité cardio-respiratoire, des marqueurs biologiques qui indiquent une prévention plus importante des maladies cardiovasculaires, une meilleure santé fonctionnelle, c'est important, moins de risque de chuter. On a des patients qui avaient des tests de posture au départ, qui sont comme ça, qui sortent de pontage, ils sont effondrés, ils se réinsèrent dans un groupe où on les redresse. Et il y avait dans le programme une séance de marche nordique par semaine et une pratique de cardio-fit en salle par semaine. C'est tout. Et le cardio-fit, c'est le gainage, c'est la posture, c'est regagner beaucoup de choses. Et le bénéfice est là aussi. Et puis, il y a moins de risques d'être limité dans leur fonctionnement et de voir leur rôle social diminuer. Ça, c'est extrêmement important, le rôle psychosocial d'un groupe coaché. Et puis, il y a le rêve qui a commencé ici. C'est celui de reculer le compteur, c'est les télomérases, c'est-à-dire on pense que peut-être on va faire repousser ou éviter que ne se raccourcissent les télomérases. Et puis, on a, chez les athlètes âgés, on commence à parler du fait qu'ils sont moins touchés par la maladie et le vieillissement en général. Et on va même jusqu'à dire qu'il y a un déplacement des gènes et qu'il y a une signature biochimique, génétique d'un muscle âgé qui avait rajeuni de 15 ans chez les 6 mois d'entraînement, avec des exercices de force aussi. On a parlé beaucoup d'exercices statiques. Donc, si ce monsieur a raison, la pratique d'un sport chez les seniors permettrait, pardon pour la faute, de faire reculer le compteur. Et vous voyez que finalement, il y a du travail avec les sujets âgés. Et je vous remercie. Merci beaucoup Jean-Jacques. Il y aura le temps qu'une seule question, car après je vous invite à la pause café à rendre la visite auprès des partenaires. Oui, question ? Oui, ici. Oui. Juste une question par rapport à l'étude que vous présentez, l'As du cœur. Le recrutement est fait comment sur le volontariat des gens ? Parce qu'il y a quand même un abandon énorme de patients et ce qu'on aimerait, c'est arriver à motiver ceux qui sont restés sur le côté. Oui. Alors le recrutement, il a été fait sur le volontariat et sur une base de données de la sécurité sociale. En l'occurrence, c'était le RSI à l'époque. Et il y a eu un questionnaire envoyé aux gens. Ont été exclus les gens qui avaient une activité physique, une pratique d'activité physique déclarée déjà importante. Et sur le reste, dans le cadre d'une ALD bien particulière, c'était sur le volontariat. Il y a eu effectivement, très peu de concurrents. Après, il y a eu, dans le screening qu'on a fait nous, sur les 50 personnes, et c'est là l'importance du bilan dont on
parlé. On a quand même eu 5 patients sur les 50 qui ont été détectés par le bilan et qui sont repassés par la case restent, renouveau bilan, etc. Bien qu'étant suivis par le cardiologue, mais le délai, c'est un des problèmes aussi. Patient qui n'avait plus vu son cardiologue depuis 1 an et puis qui finalement signalait des petites choses, épreuves d'effort positifs, etc. Donc le screening est quand même important quand on est dans des maladies chroniques et quelles que soient les maladies chroniques. Merci beaucoup Jean-Jacques, merci à chacun des orateurs.